On a une réserve de cash infinie à la Banque centrale. Un péché d'aller jouer sur les jeux en ligne. Et en fait, tu vois ça, tu lis ça, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ils nous parlent de ça? Tu vois, ils avaient payé un artiste pour faire le skull, là, le crâne Ouais, ouais, qui avec des faisait peur. cheminées. Les gens On en a Covici déjà et parlé tout, tout à là, l'heure. qui sont restés relativement ou même totalement fermés à une quelconque réflexion rationnelle et prolongée sur le sujet, est-ce qu'ils vont bouger? Parce qu'ils ont une influence complètement énorme, ces gars-là. Et sa force, elle est là quand même, hein, c'est de faire passer des concepts qui sont relativement abstraits pour la plupart des gens, avec des images assez fortes. Des fois, ça peut être un petit peu une limite, parce que pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus techniques, on se dit, bon, là ça en devient presque caricatural, mais en même temps, c'est une sacrée force, parce qu'il peut emmener beaucoup de gens comme ça. Bastien, bienvenue. Bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je crois que c'est la première fois que je te reçois sur BTC Touchpoint. Ouais, c'est le Euh, cas. Merci Jacques pour ton invitation, ravi d'être là. Est-ce que tu connais un petit peu d'ailleurs BTC Touchpoint? Est-ce que c'est un podcast que tu écoutes sur la route ou dans le train? Est-ce que c'est un truc que tu recommandes? Oui, ou en faisant la vaisselle. Oui, oui, je t'ai écouté à plusieurs reprises. Il y a eu toute ta série. Tu as eu Gradually and Suddenly. Tu as eu toute la série justement de Sailor avec Breedlove que tu as refait en français. Et souvent, c'était moi des épisodes que je connaissais déjà en anglais. Et je me dis, tiens, tu vois, me replonger dedans avec la langue française, voir ce que tu fais avec la traduction aussi, c'est toujours intéressant. Et des fois, ça m'apporte de nouveaux éclairages. Donc, non, je le recommande, parce que tu explores vraiment des classiques aussi. Ouais, ouais, Donc, bah c'est gentil. Et c'est vrai que là, il y a eu une petite pause, mais j'ai décidé de reprendre le flambeau, de me remettre aux manettes là, et notamment à l'occasion, si tu veux, de la publication du livre d'Anil, le dernier livre d'Anil Patel, Le mm. trésor de Michael Saylor, dont j'ai décidé de faire la traduction et la lecture sur le podcast. Et effectivement, comme tu l'indiques, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quelque part entre la Mayenne et la Bretagne. Il faudrait vérifier avec les frontières. Mais c'était dans les alentours des... On était dans le mois de mai, mois de juin 2021. Et puis, l'un et l'autre, on avait partagé quand même notre fascination pour ce que Sailor était en train de faire, notamment à travers cette série Breedlove Sailor, en termes d'éducation, de pédagogie qui était assez inédit hein, dans le fond, dans la forme. Et c'était un petit peu c'était très percutant. On se prenait un peu tous des, des uppercuts à la gueule à chaque fois qu'on l'écoutait, parce qu'il avait ces formules assez géniales. Je crois vraiment qu'à l'époque, donc lui, il découvre Bitcoin en 2020, du moins, il investit dans Bitcoin, je crois, mi-2020, et cet effort, je dirais, d'éducation, la tournée des podcasts, c'est fin 2020, 2021. Et on est tous sensibles à ça. Je pense dans la communauté, on se rend compte qu'il se passe quelque chose en termes de pédagogie, d'éducation, qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Et puis donc, il y a ce livre d'Anil, qui est une sorte de compilation en fait, des enseignements essentiels de Saylor. Ça tient sur quoi 200 pages. Et fidèle à son style et à ses qualités, c'est un travail de grande concision. C'est un truc qui se veut super accessible. Hein. Je pense que tu peux le conseiller, on peut le conseiller à des gens qui ne connaissent pas du tout Bitcoin pratiquement ou... Ouais, c'est clair, tout à fait. Ouais, ouais, le livre. Alors après, tu perds un peu du verbe superbe de Sailor, qui a une Ouais, capacité quand même, lui, à partir dans des tunnels des fois c'est assez longs. ça. Euh, mais toujours très imagé. Donc, c'est vrai que sa force, elle est là quand même, hein, c'est de faire passer des concepts qui sont relativement abstraits pour la plupart des gens, avec des images assez fortes. Des fois, ça peut être un petit peu une limite, parce que pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus techniques, on se dit, bon, là ça en devient presque caricatural, mais en même temps,
Bah, en même temps, c'est une sacrée force parce que il peut emmener beaucoup de gens comme ça. Et ouais, je me souviens tout à fait, ouais, quand on s'est rencontrés, c'était en 2022, et c'était au Bitcoin Economic Forum. Et ça devait être en mai. D'ailleurs, j'ai le t-shirt de l'édition de l'année dernière, là. J'ai Ok. pas été cette année, mais ouais, j'y avais été les 3 premières éditions. Et ouais, on s'était rencontrés là-bas pour la première fois. Et en 2022, ouais, ça faisait déjà en effet presque 2 ans que Saylor faisait la tournée des podcasts. Moi, je me rappelle très bien parce que, en fait, Saylor, je l'ai écouté pour la première fois sur le premier podcast lorsqu'il est passé pour parler de Bitcoin. C'était chez Pompliano. Je sais pas si tu vois qui Ok, c'est. oui, oui, c'est ça. Oui. Pomp, je sais plus ce que c'est son Ouais, oui, prénom. oui, oui, oui. Euh, Anthony Popliano, ouais, c'est ça. Anthony, c'est ça, exactement, Pompliano. Et c'est le premier podcast sur lequel il est passé. Ça doit être en. Écoute, c'est ou en août ou septembre 2020. Et ouais, je me rappelle très bien parce que j'avais commencé à écouter Pomp un petit peu, quelques épisodes ouais, autour d'avril, mai, juin. Donc j'écoutais un petit peu. Et puis bah, août, septembre, j'écoutais encore de temps en temps, même si de moins en moins, mais encore de temps en temps. Et ouais, j'avais écouté euh, Michael Saylor. Écoute, je me rappelle très bien en fait de cette première interview. J'étais dans Londres, sur mon vélo. C'était encore un peu lockdown, tu sais, un peu cette atmosphère. Et Londres était vide. Oui, Et oui, oui, oui. j'allais bosser. J'avais repris le boulot à ce moment-là. J'étais key worker à l'époque, on appelait ça. Bref, et j'écoute ce gars qui parle en fait, de comment est-ce qu'il est arrivé à Bitcoin. Et moi, ça m'intéresse parce en fait, c'était le même constat. Alors, pas à la même échelle, mais moi, je suis arrivé à Bitcoin vraiment, tu sais, mars 2020, quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte, Ok. c'était Macron, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'était Neil Kashkari, le président de Oui, la Fed de Minneapolis, qui disait en on en mars imprime autant 2020, qu'on veut, quoi. on a une réserve de cash infinie à la Banque centrale. Et il dit ça dans une émission, je crois que c'est CNBC ou 60 minutes, le dimanche 20 mars ou un truc comme ça. Et moi, je l'écoute le lendemain, le lundi, et ça a fait un tilt, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Et donc, en écoutant Saylor en août qui parle de comment est-ce qu'il est arrivé à Bitcoin, lui, tu sais, alors je sais plus s'il employait déjà cette image à l'époque, mais il a cette image assez parlante où il dit, bah, nous, en fait, notre société, on avait réussi à accumuler du cash, de la réserve, parce qu'on faisait du profit et qu'on le mettait de côté. Je crois qu'il avait Ouais, 500 il avait une millions, belle quelque chose trésor, comme ouais, ouais, ça, de ouais. dollars. Il avait une belle trésor. Et en fait, il se dit, mais attends, si tout d'un coup, moi, j'ai ce cash-là qui, lui, ne va pas augmenter, mais que la quantité de cash va augmenter, en fait, je me fais diluer. Et il l'explique Ouais, très bien. ça. Et il m'a intéressé, parce que je me suis dit, bon, ok, bon, tu vois, j'avais fait moi le même cheminement, en fait, sur mars, avril, mai, juin, juillet. Et donc de l'écouter en août, ouais, dire ça, je dis, ok, il est Non, mais il est intéressant. totalement Et je me rappelle captivant. très bien de. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ok, bah, je vais continuer à l'écouter et à le suivre. Et c'est vrai qu'après, lui, il a une évolution dans son parcours, c'est l'or ouais, qui est intéressante. Mais il a une capacité, en effet, en fait, à répéter. Parce qu'il a fait, en effet, la tournée des podcasts, hein. Mm, mm. Il en a fait après énormément. Et à J'ai se beaucoup écouté, renouveler, ouais, fin il a 2020. apporté il a apporté beaucoup d'idées, de nouvelles idées qui sont aussi le reflet de sa culture, de ses études académiques. Alors c'est un ingénieur, donc ça transparaît vraiment dans ses explications. Il y a quand même pas mal de références justement à l'énergie, au système, système adiabatique qui doivent être Ouais. fermés. Il faut conserver l'énergie. Bon, des choses comme ça, on va y revenir. Mais il y a aussi tous les savoirs qu'il a pu accumuler à travers finalement le prisme des changements, des révolutions scientifiques et technologiques qu'il a étudié également au MIT et qui lui donne finalement un point de vue une belle altitude et un regard d'ensemble sur l'histoire, justement sur cette dimension de l'évolution technologique avec les aspects institutionnels et politiques, pas mal de choses. Donc pour beaucoup d'entre nous, finalement, c'était également sa pédagogie, c'est aussi un enrichissement ou un rafraîchissement culturel. Et je pense que voilà, ça participe au plaisir de l'écouter. Bon, toujours est-il que moi, quand j'avais interviewé Anil et Thomas Strohlight pour Plan B Network c'est un épisode de la Bitcoin Roundtable qui est Ah, je suis disponible passé à sur la côté de ça. chaîne en anglais. C'est Ok. vraiment une belle conversation, vraiment. J'aime beaucoup ces deux gars. Ouais. Et à ce moment-là, Anil était en train de terminer l'écriture de ce livre.
Et donc, assez rapidement, moi, je lui ai proposé d'en faire la traduction et la lecture en français. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, bon, écoute, Jacques, c'est bien. Tu lis des bouquins, c'est sympa, tu fais tes petits commentaires, mais ça pourrait être sympa aussi d'inviter des gars qui s'y connaissent vraiment sur ces différents sujets, de leur donner la parole, histoire d'amener un petit peu d'expertise, du discernement sur des aspects sur lesquels moi je suis pas nécessairement hyper compétent. Et donc, c'est pour ça que tu es là, en fait. C'est pour ça que je t'ai fait signe, comme j'ai pu faire signe à Pierre Noisard. Et puis, comme j'ai fait signe à Sébastien, Sébastien Gouspillou, qui va peut-être nous rejoindre là dans les minutes qui viennent, ou sinon, ça fera l'objet d'une autre interview. Euh, j'ai pensé à vous trois immédiatement. Je me suis dit, il me faut là le moine taoïste, dealer du TXO, le gars qui maîtrise bien l'entropie des choses, tu vois, c'est Pierre. Je me suis dit, il me faut le chasseur de gigawatts. On va le faire lâcher sa machette un instant, il va nous rejoindre sur le podcast. Bon, bah, tu vois, il n'a pas lâché la machette. Et puis, je me suis dit, il nous faut aussi un gars qui soit à l'interface entre la technique et le politique et l'institutionnel. Ça doit pouvoir se trouver, un gars comme ça, genre un lobbyiste maximaliste. Si, ça existe. Et puis, voilà, la preuve, c'est que tu es là, Bastien. Et donc, je pense, tu vois, avoir réuni avec ce trio, finalement, un ensemble de perspectives assez complémentaires sur le sujet, sur l'énergie en général, parce qu'en fait, Pierre, il aborde la question, je ne sais pas si tu as lu son livre L'énergie face cachée de la monnaie, mais c'est quand même un sacré truc, où on voit qu'il a quand même ce goût, cette connaissance des sciences pures, quoi, cet intérêt scientifique fondamental sur l'énergie. Il me semble que toi, alors, et Sébastien, vous avez cette expérience de vie professionnelle qui vous amène à appliquer cette science finalement dans l'ingénierie. Et puis toi, tu es dans cette position assez unique et tu vas nous en parler là tout à l'heure, où finalement tu comprends bien aussi les enjeux politiques, économiques, institutionnels qui se posent. Donc l'idée c'est, primo, je te laisse te présenter, tu nous expliques un petit peu ton trip autour de l'énergie, d'où ça te vient, quelle est ta trajectoire un petit peu. Ensuite, on se penche sur Sailor, le bonhomme. Je serais curieux en fait d'avoir ton avis sur sa personnalité. Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais voir la chose un petit peu plus en profondeur, voir un petit peu comment ça évolue. Et puis t'entendre réagir sur ce livre d'Anil, dont je comprends que tu l'as rapidement parcouru, notamment ce premier chapitre dédié à l'énergie. Est-ce que ça te va comme process? Tout à fait. Allez, allons-y. Oui, oui, Donc parfait. on y va. Peut-être ce que tu peux faire, c'est présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et peut-être voilà comment tu y es arrivé. Voilà, je te laisse nous partager un petit peu cette partie de ta vie, quoi. Ouais, je te remercie, Jacques. Aujourd'hui, je suis directeur général de l'Institut national de Bitcoin, qui est une association et qui est une association qui n'a pas vocation à être un nouveau lobby tu vois, d'acteurs de secteur, un lobby du minage comme certains peuvent le présenter par exemple. C'est parce que je pense que c'est pas exactement ce qu'on a besoin aujourd'hui, tu vois. Je pense pas qu'on ait besoin d'une organisation qui essaye de faire passer, tu vois, un petit amendement ou quelque chose. Je crois qu'on a surtout besoin, en fait, plutôt d'un think tank Ouais, qui part du constat d'aujourd'hui on a une problématique. Alors nous, on s'intéresse à trois sujets. On s'intéresse à la monnaie, aux libertés, à l'énergie. Mais il se trouve que la problématique énergétique, en fait, je pense que c'est là où Bitcoin peut apporter une réponse de la manière la plus concrète aujourd'hui en France. C'est-à-dire que la monnaie, ça apporte une réponse, évidemment, Bitcoin, mais je crois qu'on est encore un petit peu loin aujourd'hui, tu vois, pour parler aux c'est régulateurs, aux politiquement et différentes personnes. c'est politiquement et idéologiquement peut-être un peu trop sensible à la différence de l'énergie où là il y a vraiment une problématique
tangible, compréhensible Je pense partout. que c'est ça, exactement. C'est beaucoup plus concret aujourd'hui de dire on a des surplus, on a des surcapacités, on pourrait produire beaucoup plus d'électricité que ce que on le fait, sans dépenser plus d'argent, simplement avec les moyens de production qu'on a à notre disposition. Euh, et on ne le fait pas, et ça a un coût, et ça a un coût économique qu'on ne va plus pouvoir continuer à se permettre. Et donc il nous faut trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'il y a comme solution? Bah, il y a un ensemble de solutions, et le minage de Bitcoin en fait partie. Mm. Et donc, Je t'interromps juste avant de ouais, poursuivre sur le travail que vous faites sur l'énergie. ouais, Une petite précision sur l'INBI. Donc, tu as fait cette distinction entre organes de lobbying et puis et think tank. ouais. Dis-moi, comment comparer l'INBI avec des initiatives qui, de loin en tout cas, semblent assez similaires, que sont le Bitcoin Policy Institute aux États-Unis, ça doit être à Washington, j'imagine, assez proche des Ouais, tout à robinets fait. et des Ouais, preneurs de décision. Et puis, il y a également, et tu les connais sans doute très bien, le Bitcoin Policy UK, qui vient de rejoindre tout à un peu fait. la constellation des Américains. Est-ce qu'ils font un peu le même travail que vous? Dans quelle manière vous faites un petit peu des choses semblables? Est-ce que vous partagez des infos? Tu peux nous parler d'ailleurs sans doute aussi de la réunion à laquelle tu as participé, cette conférence à Lisbonne, où j'imagine que tu as dû retrouver des homologues peut-être, non? Je sais pas. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, il y avait des gens alors IBS, c'est une association au niveau européen à laquelle je fais partie aussi. Je suis au board. C'est la European Bitcoin Energy Association. Donc là, qui a plus vraiment une vocation de lobby d'ailleurs et qui réunit de nombreux mineurs Ok. de Bitcoin et pas seulement. Mais il y avait aussi des gens, oui, de Bitcoin Policy Portugal. Il y avait et puis il y avait Kenji Tatewa qui était là-bas du Japon, qui travaille chez Ah oui. TEPCO, qui est celui qui a. Ouais. Donc Qui est j'étais le ravi de le fameux rencontrer ingénieur enfin. qui a introduit le minage de Bitcoin en pilote, en proof of concept sur du nucléaire? Alors sur du renouvelable essentiellement, mais lui c'est un ingénieur nucléaire à la base. En effet, qui travaille chez TEPCO depuis longtemps et que j'étais ravi de rencontrer. Lui, il a un parcours qui est fascinant. On avait une chaîne d'ailleurs YouTube, Linby, qu'on n'a Ouais, plus trop le temps de mettre à jour, mais on a 3 vidéos. Et il y a une interview avec lui exact. pour ceux que ça intéresse de creuser. Donc je renvoie à ça plutôt que de refaire tout son parcours. Mais Ouais, c'est vrai ouais. il est fascinant. Donc ouais, il était là-bas à Lisbonne. Et puis plein d'autres personnes. Et donc, oui, pour répondre à ta question, c'est très bien que tu parles du Bitcoin Policy Institute et du Bitcoin Policy UK. Bitcoin Policy Institute, ouais, c'est en effet l'inspiration de l'Institut national de Bitcoin, elle vient de là-bas. Parce qu'ils sont, eux, ils se sont constitués en 2021. Je sais plus, c'était début ou fin de l'année, mais ouais, j'ai vu ça naître. Et en fait, sur une position justement de think tank, avec l'idée d'être apartisan, avec l'idée d'être indépendant. Et donc, ils sont financés par. Bah voilà, il y a plein de sources de financement différents, mais ce qui est assez important lorsque tu veux être reconnu comme think tank, et en France aussi c'est le cas, c'est de pouvoir justifier justement de plusieurs sources de financement différents, de pas reposer, tu Ouais, vois, c'est ça. justement sur une seule personne, pour pouvoir dire que tu as une indépendance de pensée par rapport à tes sources de financement et que t'es pas muselé comme ça. Un lobby, c'est un peu différent, tu vois, on reconnaît, et le Bitcoin Policy UK, d'ailleurs, ils ont plus un positionnement de lobby, d'ailleurs. Tu reconnais clairement que ton intérêt, ça va être T'as un enfin, que agenda tu es là pour spécifique, défendre un ouais. secteur, tu Ouais. es là pour défendre un secteur spécifique, etc. Nous, on prend le parti de dire non, en fait, la France, elle ne le sait pas encore, mais on pense que les Français ont besoin de comprendre ce qu'est Bitcoin, de pouvoir l'intégrer à leur épargne pour conserver de la valeur dans le temps. Oui, c'est un Euh, travail d'éducation. Vous c'est produisez de ça. l'analyse, vous favorisez un dialogue pour que les gens percutent qu'il se passe un truc dont il faut qu'ils se saisissent, quoi, à titre individuel, familial, communautaire, national, quoi.
Ouais, et au niveau énergétique, bah, si tu veux, comme la problématique, elle est de plus en plus évidente, euh, eh bien, ça commence vraiment à porter ses fruits, quoi, ce travail qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an. Et donc, je suis le directeur général, Alexandre Stachenko en est le président. Il y a d'autres personnes aussi qui participent à nos travaux. Vous avez Et, besoin et, de et, et voilà. volontaires, vous appelez, vous êtes à la recherche de collaborateurs qui voudraient venir apporter leur soutien à votre initiative ou quoi? Je suis plus à la recherche aujourd'hui pour gagner encore en crédibilité, tu vois, sur des papiers, sur des analyses qu'on fournit, de relecteurs externes, mais avec une vraie expertise, tu vois, euh, où on puisse un petit peu ajouter, tu vois, un tampon. Par exemple, on a produit une note là, ben, c'était pas sur l'énergie, mais c'était sur la question euh, les questions de conservation en propre des Ouais, bitcoins, tu vois, les questions de fuite de données, etc. Et cette note, bah, elle a été relue, modifiée, améliorée euh, par Estelle de Marco, qui est docteur en droit, qui a travaillé avec différentes instances européennes, et tu vois, qui a, ouais. qui a un CV qui pèse, et tu vois, le fait de rajouter ça, ça te donne de la crédibilité. Et en fait, de réussir à se dégager plus de temps sur ces sujets-là, c'est assez important. Donc là, en effet, j'utilise ton podcast, excuse-moi, pour dire qu'on a une petite, on a une adresse Lightning, en effet, où on peut soutenir l'action de l'INBI, voilà, par ce biais. Excuse-moi, c'est. Tu vas m'envoyer le QR code et puis je l'afficherai. Dis-moi, Bastien, comment t'en es arrivé à faire ce job? Bon, j'imagine que c'est pas ton activité principale encore à ce jour, mais on peut imaginer que ça le deviendra bientôt compte tenu de l'importance du sujet. Mais comment t'en es arrivé là? Parce qu'il me semble que tu as quand même une sacrée expertise technique sur les questions énergétiques. Tu es assez au fait de l'évolution du secteur, des aspects réglementaires, etc. Raconte-nous un petit peu d'où ça te vient, toi. Peut-être que ça vient chercher assez loin dans ton enfance, ces histoires d'intérêt pour l'énergie, mais parle-nous un petit peu de ta trajectoire. Non, c'est très récent. Ça part de 2020. 2020, quand je te dis, je me rends compte que, alors je mettais pas ces mots-là à l'époque, mais que la masse monétaire va augmenter et que ma part de cash à moi va pas augmenter. Et que j'ai passé des années tu vois, à travailler dur pour essayer d'un petit peu de côté, à mettre un petit peu de côté. Et tout d'un coup, il y a eu une réalisation puisque j'ai pas du tout d'expertise financière ou quoi, enfin à ce moment-là, j'en avais pas du tout. Euh, mais il y a cette réalisation intuitive que forcément ça va perdre de la valeur. À ce moment-là, je recherche des solutions pour mon problème, euh, qui est donc le même que Saylor lui constate, à savoir, bah, j'ai un glaçon, ce glaçon va fondre, c'est Hmm. évident. Euh, et donc je m'intéresse à qu'est-ce qui permet de garder de la valeur dans le temps, tu vois, si le cash va en perdre. Euh, Ce qui semble évident. Et donc, bah, je m'intéresse très rapidement aux métaux précieux. Ok, très bien, c'est une solution. Et en fait, dans la foulée, euh, donc à ce moment-là, on est, tu sais, à la période de lockdown. Moi, j'ai la chance d'être furlough à ce moment-là, donc de pouvoir m'intéresser à temps plein à ces questions-là. Et je m'intéresse à Furlough, c'est Bitcoin quoi? et je comprends. Furlough? Ah, pardon, excuse-moi, j'étais en Angleterre à l'époque. Et donc, c'était quand ta société te mettait au chômage, Ok. comment on dit en France déjà, tu sais, ta boîte va pas tourner, le gouvernement payait, Ok. et donc tu étais payé pour rester chez toi. Donc il y a eu pas mal de Congé gens comme payé, quoi. ça. Non, mais je veux dire, Ouais, toi, c'est là, ça. tu me parles de Bitcoin, mais Ben, ton j'y viens. intérêt pour l'énergie. Mais il vient ensuite, en Ah, fait. d'accord, d'accord. Il est venu ensuite. Il n'était pas là avant, il est venu ensuite parce que, en fait, c'est là où le lien il est entre une monnaie rare, parce que finalement on en revient à la question de la rareté. C'est ça qui est important là, d'avoir quelque chose lorsque tu as toi une part alors, du registre. On va dire qu'en fait la monnaie c'est quoi? C'est simplement un registre. Et donc ce registre, bah, il y a des unités monétaires dessus. Toi, tu travailles, tu arrives à mettre de côté et tu gardes
le fruit de ton travail dans cette unité monétaire. Et donc, ton travail, ça représente un pourcentage de la masse monétaire globale. Si la masse monétaire globale ne bouge pas, toi, le pourcentage que tu mets de côté, il est toujours le même, donc tu ne te fais pas diluer. Donc c'est ça qui m'intéresse en premier. Et dans un second temps, vient, mais très rapidement dans la foulée, donc euh, euh, voilà, 2020-2021, mais comment est-ce que ça se fait que Bitcoin, finalement, on n'est pas dilué? Pourquoi les règles du protocole qui sont là, qui sont ici et qui permettent d'avoir une monnaie justement qui est rare et sur laquelle tu peux te projeter dans le futur parce que tu sais que les règles vont être à peu près les mêmes. Euh, eh bien pourquoi? Parce que les règles, en fait, elles sont, c'est pas une entité humaine, c'est pas une entité humaine qui te dit, eh ben voilà, on va rester à 21 millions de bitcoins. Un petit peu, mais pas que. Les règles sont aussi permises, en fait, par un arbitre qui est pas une entité humaine, qui est de l'énergie. C'est ce qui fait que les règles du protocole, que la rareté est presque garantie, si tu veux, sur Bitcoin. Et donc, de ce biais-là, en passant sur moi, j'ai un problème de me dire, attends, je travaille, je veux mettre de côté, je suis en train de me faire diluer, ça ne me va pas. Ok, Bitcoin, c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a cette consommation énergétique. Ah, mais c'est génial, en fait. En fait, tu as une jonction entre deux mondes, entre le monde de la monnaie et le monde de l'énergie. Et tout d'un coup, ça devient évident que cette jonction-là, en fait, c'est quelque chose que je veux creuser parce que je me dis, mais attends, en fait, cette jonction, il y a très peu de personnes qui en parlent à l'époque. Mhm. Saylor fait partie de ceux qui en parlent un petit peu. C'est pas celui qui m'inspire le plus, mais il fait partie de ceux qui m'a un petit peu inspiré. Et je me dis, je veux creuser ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai quitté le travail que je faisais à l'époque pour aller travailler euh, dans une boîte d'énergie renouvelable avec simplement l'idée, Ok. OK, il faut que je comprenne mieux comment fonctionne l'énergie. Et donc, j'étais travaillé en France pour développer des parcs éoliens, des parcs solaires, des parcs agrivoltaïques. Et Et toi, tu avais pour, un en background fait, de business ou de quel type de background t'avais, toi? moi, background commercial, moi. Background Ok. commercial. Monter des Et tout projets, vendre des simplement, projets. ouais, tout à fait. Ouais, Ouais, d'accord. exactement. Ouais. Ok. Commercial, mais si tu veux, à ce moment-là, en France, on est dans un contexte. Donc, moi, je fais la jonction ouais, en 2022. Et en fait, on est dans un contexte où les ENR, à l'époque, en France, embauchent à tour de bras. Ok, ouais. En plus, on a le problème sur le nucléaire à l'époque. Donc, on est vraiment sur un secteur hyper porteur à ce moment-là. Et c'est marrant de voir, tu vois, quatre ans après, comment les choses changent et comment il y a des décisions qui peuvent être prises, tu vois, avec une vision assez court terme. Oui, et c'est comme ça que je développe, en fait, que j'arrive sur ce secteur-là, tout simplement. Donc, j'y Ouais, c'est travaille ça. pendant, oui, T'as ouais. été aussi témoin finalement de l'influence de l'interventionnisme de l'État sur ce secteur à travers des subventions, sans lesquelles peut-être que la pertinence techno-économique de pas mal de projets intéressants sur le papier, bah, elle n'est pas au rendez-vous, quoi, des choses comme ça, non? Ouais, et mais ce qui est assez intéressant, et 2022 était vraiment une année fantastique pour arriver sur ce secteur-là, et pour apporter un petit peu de nuance, parce qu'en fait, c'est toujours un peu plus compliqué que noir et blanc, en fait, au final. Parce qu'en 2022, il faut se rappeler qu'on a notre parc nucléaire en France qui est pour un quart est en maintenance et donc ne fonctionne pas. Pour l'autre quart, a des problèmes de corrosion sous contrainte à l'époque et ne fonctionne pas non plus parce que il y a un principe de précaution qui est mis en place, euh, qui était rétrospectivement, on peut se dire que c'était peut-être un peu trop fort, que ça ne nécessitait Ouais. pas de mettre tout à l'arrêt. Mais en tout cas, donc à un moment assez charnière où tu as la Russie qui envahit l'Ukraine, où tu as la crise énergétique qui explose en Europe et où la France aurait dû être à ce moment-là, avec son parc nucléaire exceptionnel, unique, aurait dû être l'acteur justement debout dans la tempête, si tu veux, en Europe, et être capable d'exporter vers tous les autres pays énormément d'électricité, on s'est retrouvé avec le nucléaire qui, enfin voilà, la moitié des réacteurs ne produisaient pas. Euh,
sur ce moment-là en 2022. Et donc, euh, et donc, en fait, même si pendant des années auparavant, euh, en effet, éolien, solaire avait été développé, tu vois, avec énormément de subventions, ça avait coûté énormément d'argent et c'était une électricité qui n'était pas vraiment nécessaire. Sur cette parenthèse-là, on était content d'avoir une production électrique qui était un petit peu plus antifragile quelque part, parce qu'elle reposait sur elle était un peu plus Une diversifiée diversification, ouais. que simplement le nucléaire. Et puis, alors, pour finaliser aussi, en 2022, on avait l'hydro il y avait des conditions météorologiques qui avaient fait que l'hydro, qui est historiquement la deuxième source de production Ouais. électrique en France, était aussi très bas. Donc si tu veux, 2022, c'était assez intéressant euh, pour s'intéresser au système électrique et regarder un petit peu, tu vois, Ouais, ouais, il y avait une actualité assez l'ensemble. riche en enseignements sur les fragilités du système, quoi, hein. Ouais, tout Euh, à fait. Ouais, ouais. et pour clore là-dessus, sans nous en dire trop nécessairement, mais tu évoquais là tout à l'heure des évolutions, des développements intéressants en France, notamment dans la prise de conscience de l'opérateur. C'est pas l'opérateur, c'est le RTE, c'est le propriétaire du réseau français, c'est ça? Son C'est intérêt celui qui pour... transporte l'électricité sur longue distance, ouais, ouais, c'est ouais, ça. ça. Alors, il se passe quelque chose à leur niveau en ce moment, non? Ouais, RTE simplement, dans leur dernière consultation, ils reconnaissent que, déjà ils disent qu'on a besoin de flexibilité, mais ça, voilà, ils le disent depuis des années, mais pour la première fois, ils disent que une des sources de cette flexibilité, c'est-à-dire la capacité en fait de consommer lorsqu'on est en situation de surplus et de s'arrêter lorsqu'on est en situation de tension. Euh, une de ces sources, ça peut être les centres de données, donc les data centers, et que plus particulièrement, le minage de crypto-monnaies est bien adapté, en fait, est un bon exemple pour Et apporter il de n'y la a plus des masses, flexibilité. il y a plus des masses de crypto-monnaies hors Bitcoin qui sont en proof of work, non? Non, non, tout Avec- à fait. C'est 98,5% de la proof of work, même pas que de la proof of work d'ailleurs, euh, du HPC au sens large qui repose sur le minage de Bitcoin. Ça, c'est un chiffre de Cambridge dans leur étude sur le minage de Bitcoin qui est sorti en avril 2025 et où ils disent voilà, le secteur du HPC, donc il y a la proof of work dedans et le minage de Bitcoin, ça représente HPC, ça veut dire quoi? 98,5%. HPC, ça veut dire quoi, High HPC? Performance Computing. Ok, ok, good. Alors les Et chiffres ont peut-être donc, évolué depuis, ils mais ont ouais, quoi c'est comme écrasant. poids? Ils ont quoi? Quel est le poids de cet acteur dans ces débats? Parce que t'as des commissions, tu as des trucs en France, tu as la commission, la Cour des comptes qui émet des avis critiques sur pas mal de choses dans notre pays depuis des années, ça bouge pas nécessairement pour autant. Est-ce que RTE, quand ils parlent, on les écoute? RTE, ouais, ça fait partie de ces acteurs en effet qui peuvent avoir une influence, qui sont importants. Il y a la Commission de régulation de l'énergie qui est important aussi. Il y a Enedis qui joue aussi son rôle. Eux, c'est ceux qui distribuent aux particuliers en bout de ligne. EDF est aussi évidemment important. Mais si tu veux, il y a une multiplication de signaux sur les ouais, 12 derniers mois, 15 derniers mois, qui vont dans le sens. Donc ça, c'en est un exemple. Mais il n'y a pas que ça. Je pense aussi au ministre de l'Industrie, Monsieur Martin, j'oublie son prénom, Sébastien peut-être. Monsieur Martin, ça devait être en octobre ou novembre, qui déclare à l'Assemblée nationale que le minage de Bitcoin est une activité extrêmement stratégique. Euh, et on est à ce moment-là dans tout l'épisode de Mara qui essaye de racheter Ah la oui. filiale d'EDF, Exaion, et qui a été un vrai catalyseur. En fait, ça nous a énormément aidé, l'INBI, à, à pouvoir justement discuter avec tout le spectre politique, par exemple, euh, pour montrer que le minage de Bitcoin, oui, allait avoir un rôle à jouer et que si Mara, le plus gros mineur de Bitcoin au monde, arrivait en France pour racheter une filiale qui était déficitaire et était prêt à mettre des dizaines de millions Ouais, sur c'est la ça. table, euh,
Avec un contrat c'est qu'ils voyaient d'exclusivité. quelque chose. C'est ça. Ouais, Ouais. ouais, Ouais, tout donc à fait. effectivement, les gens savent que la France se fait dépecer et qu'on vend à tire-larigot nos fleurons de l'industrie. Et donc, ils sont sensibles à cette réalité. Et vous, vous avez pu mettre en avant les raisons pour lesquelles il y avait vraiment un sujet là-dessus. Et juste pour terminer, en Europe, il y a des homologues de RTE, il y a d'autres acteurs importants comme ça qui s'expriment en faveur du minage de Bitcoin ou pour l'instant ça reste assez anecdotique? Non, là vraiment RTE est le premier en Europe à tenir ce genre de propos, et ça date d'il y a une semaine, hein, ou 10 jours, sur le minage de Bitcoin. Euh, tous les autres acteurs en Europe, tous les, tous les, tous les équivalents de RTE, disent tous qu'on a besoin de qu'on a besoin de flexibilité en fait. L'Agence internationale de l'énergie dit même maintenant que ajouter de la flexibilité au réseau électrique, ça devient progressivement aussi important que d'ajouter des moyens de production électrique. Donc, voilà, pardon, lorsque l'Agence internationale de l'énergie dit que, ouais, tu vois, c'est aussi important d'avoir de la flexibilité que de rajouter des centrales nucléaires, tu vois, ça dit déjà quelque chose. Euh, mais non, RTE est le premier à faire ce pas. Et je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a d'autres pays qui sont aussi dans les bonnes conditions pour se rendre compte qu'ils ont besoin de ça. Tu vois, je pense aux pays nordiques notamment, Entre où ça va parenthèses, venir. ce que tu exprimes là, on peut sans doute dire que c'est la conséquence directe de l'augmentation des besoins en énergie, l'augmentation colossale qui est liée à l'essor de ce secteur d'activité de l'intelligence artificielle. Et peut-être est-ce que ça permet d'effacer complètement ce vecteur d'attaque contre Bitcoin qui était c'est énergivore, etc. Parce que maintenant, il n'y a plus personne qui l'ouvre à propos de cette question, sachant que tous les grands acteurs du numérique, les Magnificent Seven, ils sont tous dépendants d'une croissance importante de la production électrique, non? Ouais, ouais, ils le sont. Et c'est vrai qu'il faut. En fait, il y a tout un système de pensée. Je pense qu'on est en train de voir qu'il est en train de basculer. Toute cette idée de dire la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Tu sais, c'est Ouais, un ouais. discours qu'on entend énormément. Alors que, tu vois, ça devient justement évident que cette phrase, elle est extrêmement incomplète parce que si tu as des outils de production qui sont là, qui sont payés, qui sont capables de produire de l'électricité à un coût marginal, économiquement parlant, extrêmement faible, à un coût carbone, parce que même si tu te places de ce point de vue-là, à un coût carbone extrêmement faible, alors tu vois le fait de dire qu'il faut réduire notre empreinte carbone, tout d'un coup, tu peux pas, l'argument s'effondre, parce que ton outil est là, tu peux produire de l'électricité supplémentaire, tu vois, à un coût extrêmement faible. Et économiquement parlant, tu as intérêt en fait à produire le plus possible. Donc cette phrase, je pense qu'on le voit là, ce système de pensée, il y a les signaux qui montrent qu'on va basculer. Et je pense que, tu vois, il y a Van der Leyen, là, il y a 3 semaines de ça, un mois de ça, qui déclarait, je pense qu'on a fait une erreur Ouais, c'est phénoménale. ça, c'était C'est ouf, pas hein. le mot qu'elle a employé, mais c'était à Bah, peu près c'était ça. un On a mea fait une culpa, erreur, tu mais vois. normalement, un mea culpa de cet ordre, tu dis, bon, bah, je me barre, j'ai déconné, ciao, voilà, Ouais. tu sors du game. Oh. Et je pense qu'on va avoir le même mea culpa sur tout ce système de pensée. Tu vois, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Ben non. Et je pense De ce point de qu'on va le voir. vue-là, de ce point de vue-là, tu vois, le livre de Patel qui reprend les propos de Saylor, notamment sur le chapitre 2, la nature de l'énergie, où il explique bah, que historiquement, les civilisations, elles se sont développées en apprenant à canaliser l'énergie, à la concentrer, à la conserver, etc. Tout ce travail finalement pratiquement d'historien de la technologie, c'est du bon sens, c'est des trucs finalement, tu donnes ça à un gamin de 10 ans, 8 ans, il va piger, toi aussi, ça n'a pas changé. C'est pas parce que tu arrives à sophistiquer ton analyse de la situation que ça change grand-chose à ces éléments fondamentaux.
Et donc, il nous permet de comprendre ces réalités qui coïncident avec ce que tu viens de dire, quoi. Euh, et il commence en fait, Saylor, dans ce livre, on peut en revenir maintenant un petit peu au livre, il Mhm. commence par ce chapitre dédié à l'énergie, et je pense, alors c'est Anil qui fait ce choix finalement de commencer par ce chapitre, mais même si on revient à la manière dont Saylor a commencé son travail de pédagogie sur Bitcoin, très rapidement, en fait, il a commencé, il a centré un petit peu la discussion autour de l'énergie parce que pour lui, c'est primordial. La monnaie, il y a un lien entre l'énergie et la monnaie qui est fondamental et pour bien le cerner, il commence pas par nous expliquer ce qu'est Bitcoin ou ce qu'est la monnaie. Il nous explique les besoins vitaux de l'homme à titre individuel et puis collectif. Et c'est ce besoin d'énergie qu'il faut apprendre à maîtriser sous toutes ses formes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, en gros, c'est ce qu'il explique, ouais, que l'énergie, c'est vraiment la fondation en fait de la civilisation. Donc la capacité de la transformer pour produire quelque chose et, de plus, quoi. Et donc que tu n'es pas sur un, t'es pas dans un jeu à somme nulle à partir du moment où tu es capable Ouais. de transformer cette énergie. Ouais, c'est ça. Et alors sur tous ces aspects finalement où il revisite un petit peu l'histoire et les conquêtes de l'homme sur sa compréhension et sa maîtrise de l'énergie, bah, on sera content d'écouter Sébastien Gouspiou qui lui travaille un petit peu dans des contextes très variés, y compris dans des contextes où eh bien, les peuples locaux, indigènes, en sont encore à des formes d'exploitation assez primitives de la monnaie, puisqu'ils crament toute la forêt, et où finalement le minage sur l'énergie électrique, hydraulique, euh, qui, euh, qui forme un réseau fabuleux à exploiter dans sa zone, c'est une opportunité de ouf. Donc ça, on pourra le voir avec lui. Ce qui décrit bien aussi dans le chapitre, c'est le fait qu'avec Bitcoin, on a accès à une monnaie énergie qui permet finalement de mettre aux commandes de la conception du système monétaire des ingénieurs plutôt que des politiciens. Et les ingénieurs, comme tu le disais, ou plutôt les ingénieurs, ils travaillent sur des systèmes dits adiabatiques, donc fermés, où il n'y a pas d'entrée ni de sortie d'énergie. On est sur une quantité finie d'énergie qui doit circuler dans le système. Et c'est ce qui va permettre finalement d'avoir un système où ta monnaie, ou plutôt ton pouvoir d'achat, ou le pouvoir d'achat de tes unités monétaires se trouve pas dilué par un cash carry ou un autre directeur d'une banque, banque centrale qui se met à imprimer du papier, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que Saylor, voilà, il est fort parce il amène des images qui sont immédiatement compréhensibles. Après, euh, une petite remarque sur Saylor, ce que je dirais, c'est que c'est très bien si tu veux pour parler au plus de monde, plus de gens possible. Après, je pense qu'une bonne chose, c'est d'aller creuser après soi-même, quoi. Don't trust Saylor, verify, en fait. Parce que des fois, il peut y avoir. En fait, il y a des trucs qui pourraient être un petit peu raccourcis. Et donc, c'est vrai que oui, la monnaie et l'énergie, c'est une formule, tu vois, assez impactante. Mais après, moi, je trouve que c'est un petit peu plus subtil que ça, quoi. Si tu veux, C'est ça c'est un... l'énergie, oui, d'accord, elle rend le registre difficile à attaquer. Mais si tu veux, le Bitcoin, Bitcoin a de la valeur. C'est pas l'énergie qui lui donne sa valeur. Ce sont ces caractéristiques intrinsèques de rareté, transportabilité, de non-censurabilité, etc. Toutes ces caractéristiques qui sont extrêmement bien définies par euh, Menger. Je trouve que Menger, c'est vraiment une bonne référence pour revenir à ça, aux propriétés de la monnaie. Bref, et donc en fait, la valeur, elle vient de là. Et en effet, l'énergie, c'est ce qui permet à ces caractéristiques euh, d'être beaucoup plus fiable, quoi. Alors c'est vrai qu'une fois que tu as dit tout ça, tu as perdu pas mal de gens. Donc c'est Non, mais intéressant c'est... de faire de la compression.
Mais C'est vrai qu'il y a des raccourcis. Il y a cette idée. Alors lui, il parle en des termes simples et puis il utilise des séquences qui sont faciles à retenir. Donc effectivement, ouais, tu as l'énergie liquide, t'as l'énergie chimique, tu as l'énergie de gravité, là, tu as l'énergie. Bon, il finit par le pétrole et puis ensuite la prochaine étape, c'est l'énergie numérique. Et donc, il utilise ce ouais. terme qui fait débat, bien sûr, au sein de la communauté des bitcoiners, où on a quand même de gens qui sont un petit peu, un peu experts et méticuleux et rigoureux et qui ont un souci d'exactitude, et ça leur convient pas forcément cette expression. Peut-être que l'expression monnaie, preuve d'énergie, preuve de travail déjà. C'est une preuve de travail et on pourrait dire que l'UTXO qui existe parce que il est le résultat d'un processus de calcul, une énergie qui a été cryptée. Bon, il y a une vraie preuve de travail qui est comparable au travail et à l'énergie qu'il faut fournir pour aller chercher des pépites d'or, non? Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ce qui compte, c'est que le registre, si on considère que voilà, la monnaie, c'est quoi? C'est de l'information, et ça va être la capacité à transporter dans l'espace et dans le temps, voilà, euh, en fait, notre travail. Euh, à ce moment-là, ouais, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, si tu veux, on pourrait diviser par 10 l'énergie qui est mise dans tu vois, pour sécuriser le réseau Bitcoin, que en fait, les propriétés qui font de cette monnaie la monnaie la plus forte qu'on ait jamais connue, en fait, elles seraient toujours présentes. Donc, c'est en ça que c'est assez intéressant parce qu'on est sur lorsqu'on en fait, pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on est avec la monnaie quelque part, on est dans l'outil où si on a un surplus d'énergie, eh ben, c'est le meilleur endroit pour l'allouer plutôt que de la gaspiller. Euh, mais si on peut l'allouer ailleurs, en fait, il vaut mieux l'allouer ailleurs parce que cette énergie, en fait, elle crée la valeur qu'elle crée, tu vois, pour sécuriser le registre. C'est marginal ce que ça ajoute aujourd'hui, tu vois, de Oui, rajouter un c'est térawattheure sur déjà le réseau Bitcoin, sursécurisé, on ouais. n'a pas besoin de Ouais. ça. Mm, mm. Mais en même temps, ben, vaut mieux faire ça que de gaspiller de l'énergie si ton énergie elle C'est est ça, ouais, disponible. ouais, ouais. Donc, dans ce Ouais. sens-là, c'est là que c'est assez fascinant, quoi. Et dans le coup, le registre, en fait, le registre monétaire devient, euh, devient le premier débouché lorsque tu as de l'énergie et que tu sais pas quoi en faire. Et puis, lorsque tu es capable de développer d'autres usages, tu vois, l'IA, par exemple, on parlait de l'IA, il y a un peu de possibilité d'avoir de la flexibilité avec l'IA aussi. Moindre que sur Bitcoin, mais un petit peu. Il vaut mieux faire de l'IA, en fait. Tu vas produire beaucoup plus de valeur. Ton électron va se transformer en quelque chose qui va apporter plus à la société que si tu sécurises simplement un registre. Mais si tu ne sais rien faire d'autre, bah, c'est le débouché de dernier recours parfait, quoi. C'est la demande de dernier recours parfaite. Et donc, tu as sans doute un commentaire semblable pour l'analogie qu'il utilise, là, cette batterie qui permet de conserver l'énergie, où il explique bah, que les systèmes de distribution énergétique ont tendance à laisser fuiter, où il y a des pertes en ligne Mm. assez importantes. Les batteries sont elles-mêmes incapables de, ou elles occasionnent des pertes assez régulières. Donc c'est Elles ont pas leur des limite, outils de ouais. conservation d'énergie. Et lui, il explique que la monnaie et en particulier Bitcoin joue le rôle d'une batterie pour conserver une énergie qui va être stockée sous cette forme du TXO là pendant tout le temps que tu le souhaites. Et ensuite, voilà, Ouais. tu peux la revendre pour t'acheter de l'énergie, des barils de pétrole si tu veux, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu vas en effet pouvoir racheter. C'est une batterie monétaire, ouais, tout à fait. Après, c'est pas comme une batterie en tant que telle. Elle est capable, elle, de te rendre de l'énergie directement par la suite si tu as besoin d'énergie plus tard. En effet, là, tu passes sur le registre monétaire et après, avec ça, tu peux racheter derrière de l'énergie. Mais ouais, batterie énergétique, pour moi, c'est le mauvais terme, quoi. En effet, c'est une batterie monétaire.
C'est une sursimplification, quoi, de dire que tu es une batterie énergétique avec le minage de Bitcoin. Mais après, des fois, c'est bien aussi de simplifier, hein. Ouais. Donc, ça marche bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui t'ont gêné ou d'autres limitations dans la pédagogie de Saylor que tu veux souligner? Non, je pense que ça va être tout pour la critique de Saylor. Après, plus pour les côtés où je le trouve intéressant, c'est bon, sa capacité de répétition extraordinaire et sa capacité d'avoir des images comme ça hyper parlantes pour tout le monde, on l'a déjà dit. Mais aussi, je trouve qu'il y a un principe, moi, qu'il dit souvent, que j'aime beaucoup, euh, et qu'il applique, je pense, et ce qui fait qu'il est peut-être en train de construire la société qui va être la plus puissante capitalistiquement parlant dans les années à venir, donc sa société stratégie. Euh, et je pense que ça vient de son principe à lui, qui est de dire, j'aime bien quand il dit ça, euh, lui il dit c'est facile tu vois, plein de bonnes idées. Franchement, tu te lèves le matin, tu peux penser à un truc, tu vois un problème, et bon, j'ai pas le même bagage, mais bon, bref, tu vois, en effet, c'est facile de voir plein de bonnes idées, tu vois. Mais en fait, c'est beaucoup plus important de voir quelle est la meilleure de ces idées et de se focus là-dessus. Mhm. Et c'est ce que lui, vraiment, il est en train de faire avec stratégie, je pense, qui est donc là, désolé, je dérive un peu de l'énergie, mais en même temps, c'est lié aussi. En fait, il est en train de faire un arbitrage génial entre, tu vois, si tu considères qu'à long terme, on va être dans un monde où dominé euh, par Bitcoin au niveau de la monnaie, qu'aujourd'hui on est dans un monde de monnaie fiat et qu'il va y avoir une transition entre les deux. Et c'est Adam Back qui résumait ça très bien dans un tweet récemment, je trouvais parfait parce que en fait, il est en train de faire le parfait arbitrage sur cette transition entre ces deux mondes. C'est ce qu'il est en train de mettre en place brillamment, quoi. C'est leur Non, mais je te rejoins et j'étendrai peut-être ton propos en disant que, en fin de compte, euh, on est, on est tous assez fascinés par la beauté, l'élégance, le potentiel transformateur, émancipateur, catalyseur de développement durable, voilà, you name it, de Bitcoin. Et ensuite, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a appris de la vie, de ce qu'on a développé comme compétences. On va voir des opportunités de se saisir de cette techno et de la faire avancer. Et en fait, ça nous dépasse un petit peu, je pense. Je pense pas que tu deviens mineur complètement par hasard. Je veux dire, il y a quand même des trucs, tu sens que c'est ta voix, quoi. Tu sens que, effectivement, il y a un moment donné dans cette découverte de Bitcoin, tu dis, waouh, il y a pas mal de trucs que je pourrais faire là-dessus. Tout est passionnant et tout. T'as tout un champ d'opportunités qui s'ouvre. Et puis donc, tu creuses un petit peu dans toute cette direction. Tu dis qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à Bitcoin, parce que moi j'ai envie de bosser sur Bitcoin, c'est tellement génial. S'il y a un truc absolument fantastique dans lequel je vais m'éclater pendant les 20, 30, 40 prochaines années, c'est sur Bitcoin. Les gens sont super, il y a une bonne énergie. Et voilà, tout ce en quoi je crois, je vais pouvoir y contribuer, machin et tout. Et puis, il y a un moment donné, finalement, tu es obligé ou plutôt la vie te conduit probablement à t'inscrire dans un travail, dans une contribution qui vraiment te ressemble, quoi, tu vois. Moi, je te sens vraiment à ta place dans ce que tu fais. Le timing est génial. Moi, je pense être également dans mon élément, dans ce que je cherche à faire. Et un gars comme Saylor, il est assez unique dans sa capacité. Il a une formation qui lui permet d'avoir une appréciation très rigoureuse de ce qui est technologiquement Bitcoin. Il a ce caractère pionnier avant-gardiste sur l'Internet qui lui permet justement assez vite de se dire, OK, là, il se passe quelque chose. On a atteint, je ne sais plus c'est combien, 1 milliard. Le niveau de capitalisation boursière avec la distance entre le premier et le deuxième qui fait que de toute façon, c'est the number one et que c'est sur ce réseau qu'il faut se brancher. Ensuite, il a cette expérience finalement du fiat,
Donc il sait ce que c'est le monde fiat, il a vécu dedans, il a réussi à faire survivre sa barque MicroStrategy dans ce monde-là. Il a vu ce que c'était l'hyperinflation en Argentine, etc. Bref, le gars, en plus, il a la culture, il connaît Rothbard, il a une culture libertarienne, donc il connaît finalement les fondamentaux, l'économie autrichienne. Il a les fondamentaux politiques et économiques qui permettent d'apprécier la vision des cypherpunks. Donc, si tu veux quelque part, on sait tous qu'à un moment donné, Bitcoin va se fondre ou va transformer le système fiat. On sait qu'il y a des gars assez puissants au niveau politique, économique qui vont se saisir du truc pour participer à cette mutation. Quelque part, tu as envie que ce soit le meilleur qui le fasse, quoi. Et moi, bien sûr que quand tu vois ce qui se passe là avec les outils strategy, tu peux avoir des doutes. Est-ce que le gars va se faire capturer par le système est-ce qu'il est vraiment, le même gars qu'avant? Est-ce qu'il s'est vendu au système Fiat? Bon, moi, l'impression que j'ai, c'est que ce gars avait le profil idéal, a le profil idéal pour être un de ces acteurs assez stratégiques, assez déterminants, assez structurants dans cette phase évolutive de Bitcoin. Euh, et en termes de bagage philosophique, en termes de force de caractère, tu vois, son stoïcisme, etc. Écoute, j'ai l'impression qu'il est plutôt bien équipé pour mener cette mission qui est quand même de haute voltige. À mon avis, en termes de pression, ça doit être assez violent quand tu as, des BlackRock qui prennent des positions aussi importantes en termes d'actionnariat, tu vois, sur ta boîte. Donc, à mon avis, il faut être assez costaud. Bon, je pense qu'il a déjà pas mal encaissé dans la vie dans sa boîte précédente. L'avantage, c'est que il a déjà tout perdu. Derrière, il a gagné beaucoup, parce qu'en fait, il l'a déjà dit, matériellement parlant, il a tout ce qu'il lui faut, quoi. Il doit avoir 4 ou 5 yachts. Bon, il a plus de besoins matériels. Je pense pas qu'il ait de besoin d'admiration, tu vois. Je pense pas qu'il ait de déficit affectif ou je pense pas qu'il ait un hubris total. Après, il y a toujours un risque. Et le simple fait que lui-même le reconnaisse dans certains de ses podcasts où il rappelait finalement que l'homme était faillible, y compris les plus vertueux, les plus grands, les plus exemplaires peuvent partir en vrille. Bon, je me dis, tu vois, on a la chance d'avoir ce gars-là. Tu vois, quand tu vois ceux qui entourent l'équipe, qui entourent Donald Trump là dans son administration, qui sont aussi prétendument des défenseurs du Bitcoin, j'ai pas du tout le même avis, la même sensation, le même ressenti quoi sur leur adhésion véritable aux fondamentaux de Bitcoin. Saylor, lui, il a vraiment compris ce que c'est Bitcoin. Je pense il l'a bien exprimé. Alors, même si on est tous différents, hein, mais il en a compris une bonne partie. Il en a compris les racines et il a son projet. Et alors, peut-être justement à ce niveau-là, on peut faire, on peut parler de Rockefeller et de la Standard Oil. Parce que finalement, il en parle. Dans ses podcasts, il en a parlé à plusieurs reprises. Il parle de ce gars dont il a l'air qu'il a l'air d'admirer. Et puis là, Anil Patel, en fait, il ouvre le bouquin par ce chapitre sur la Standard Oil. Est-ce que ça t'a évoqué quelque chose, ce chapitre? Est-ce que tu y vois un message ou quelque chose à comprendre? Euh, non, pas particulièrement plus que. Désolé, je suis mauvais client là sur cette réponse, mais pas particulièrement plus que j'ai dit avant. C'est-à-dire que, en effet, l'énergie, c'est la fondation de la société. Et sur la partie de la Standard Oil, non, lui, c'est clair qu'il a une fascination pour Rockefeller. D'ailleurs, Rockefeller avait pas créé un fonds C'est ça. à son nom, un peu de la même manière que Saylor essaie de faire là avec son. Tu sais, il a la Saylor Academy, Ok. il a envie de laisser un peu. On Un sent héritage. que quand
quand même envie, ouais, il a envie de laisser, d'avoir une empreinte un peu sur le futur, comme ont pu avoir des gens comme Rockefeller, quoi. Bah déjà, il a, Enfin, j'ai il a l'impression. exprimé, il a répété son intention de brûler ses bitcoins, non? Oui, ouais, ouais, tout à fait, de simplement, ouais, les brûler en effet, Ou de les et laisser dormir, quoi. ouais, enfin que la clé en tout cas soit pas accessible, et ce faisant, bah, on parlait d'augmenter la masse monétaire tout à l'heure. Lui, si tu réduis la masse monétaire, en fait, de fait, tous ceux qui ont des satoshi à ce moment-là, bah, ils avaient un pourcentage de la masse monétaire. Ce pourcentage augmente, hein, si la C'est masse ça. monétaire diminue. Donc, ce qu'il dit, c'est une façon de récompenser en fait tous ceux qui ont des satoshi. Donc, il y a des gens ceux qui sont pas tant intéressés par l'aspect monnaie finie, comprennent pas en fait ça. Et ceux pour qui c'est assez crucial, dont je fais plus partie, je trouve ça assez intéressant, quoi. Je trouve ça assez rigolo. Il favorise en effet ceux qui ont le plus de Satoshi en faisant ça, mais peu importe. Bah, je pense que C'est lui, l'effet, sa c'est réduire la démarche, masse monétaire, personne n'a pu le faire, quoi. ouais, et puis sa démarche, c'est de se dire, OK, en faisant cela, effectivement, je vais augmenter le pouvoir économique des détenteurs de Bitcoin, dont j'imagine que leur tournure d'esprit, leurs valeurs, leurs principes ont plus tendance à être alignés avec les miens que d'autres peut-être. Et que donc, Ouais. bah, j'apporte de l'énergie vers une vision du monde qui est davantage celle que je souhaite ou un truc du genre, quoi, tu vois. Ouais, il y a potentiellement de ça, ouais, tout à fait. Je suis pas dans sa tête, mais on a l'impression qu'il y a un peu de ça, ouais. Tout à Ouais, fait. il a dit beaucoup, Mais beaucoup de belles choses et voilà, moi je fais partie des gens qui espèrent qu'il demeure intègre et qu'il est face à des enjeux qui me dépassent assez en termes de l'affrontement qui se passe, parce que tu parlais du cheval de Troie, effectivement, stratégie c'est un cheval de Troie ou dans le système Fiat. Maintenant, est-ce que les gars qui ont laissé rentrer le cheval de Troie sont aussi naïfs que ça? Pas sûr. Est-ce qu'ils ont... tu vois, je veux dire, on ne sait pas du tout. Voilà, il y a ces risques de capture que j'évoquais tout à l'heure. Et juste pour revenir ouais, après, sur la Standard après Oil, Bitcoin vas-y. doesn't care, quoi, tu vois. Le Bitcoin doesn't care, en fait, on s'en fiche un peu de c'est l'or, on s'en fiche un peu de... Le registre, il est là, il est incensurable, les règles, on peut se baser sur ces règles, tu vois, et avoir une confiance extrêmement forte que ces règles sont toujours là dans le futur, que ces l'or soit capturé, que ces l'or soit pas capturé, voilà, peu importe, en fait. Ça, Par je contre, sais pas trop. Je sais pas ouais, trop dans la ouais, mesure où il reste indispensable que cette monnaie circule. Il faut tout de même qu'il y ait une frange de la population d'irréductibles qui se saisissent de cet outil comme moyen d'échange, y compris dans cette phase où son appréciation est telle que c'est pas forcément l'utilisation la plus logique économiquement ou en termes de constitution d'un patrimoine, sauf si tu replaces, sauf si tu spend et puis voilà, et que tu rachètes derrière. Mais il est assez important et même assez il est essentiel que cet usage, finalement, qui évite sa centralisation et qui nous évite un scénario d'or papier sur le Bitcoin, qui peut être manipulé ad nauseam, tu vois, se produisent, non? oui, oui, bah, en effet, c'est mieux on est plus serein en possédant des bitcoins qu'en possédant des actions stratégie. Même si, voilà, l'action stratégie suit le cours de bitcoin. Donc, il y a pas mal de gens qui se disent, bah voilà, c'est beaucoup plus simple. Je vais m'exposer à l'action stratégie pour pouvoir bénéficier de la hausse, en fait, de bitcoin long terme. Et en effet, là, si tu fais ça, tu cours un risque que c'est l'or passe sous le blues demain et que, je sais pas, ça soit repris par d'autres gens derrière, ou peu importe en fait. Mais tu Ouais, as un risque de contrepartie qui est beaucoup plus, c'est ça. qui est là,
alors que sur Bitcoin, tu ne l'as pas. Donc en effet, euh, c'est c'est un- c'est important de comprendre la différence cruciale. Mais j'ai pas l'impression que Saylor ou que les autres, Bitcoin Treasury Company, disent le contraire de ça, si tu veux. Non, par contre, euh, t'as un- il y a quand même quelque chose d'intéressant ouais, pour cet arbitrage. Je pense que il y a peut-être une accélération qui est possible par les Bitcoin Treasury Company de, de la baisse du fiat et de la hausse du Bitcoin. Et je trouve que toute l'évolution de Saylor sur les 5 6 dernières années, c'est intéressant parce à la base, on est sur quelqu'un qui est extrêmement défensif, tu sais. Au début, c'est ça, c'est vraiment que de la défense, C'est hein. se protéger du scénario du glaçon qu'ils font, quoi. Tout à fait. Et au fur et à mesure, tu le vois, après, ouais, 2021, il a commencé à émettre de la dette convertible. Là, déjà, c'était plus agressif. Puis à émettre plus d'actions, tu vois, pour pouvoir lever plus d'argent, pour pouvoir acheter plus de Bitcoin. Puis depuis 2024, et là, plus récemment avec, comment ça s'appelle, STRC, Ouais. tu vois, des actions préférentielles euh, Qui te paye un qui rendement de sont 11,5, ouais. ouais, qui sont un outil intéressant pour, en fait, c'est un outil intéressant pour, ça parle à des gens, tu vois, Pour des rentiers, des quoi. retraités bah oui, c'est ça, Hmm. exactement. Et des gens qui sont intéressés par un rendement, et ils vont se mettre là-dedans. Et c'est des gens qui, de toute façon, Bitcoin, tu leur aurais pas expliqué si tu Non, veux. mais c'est évident. Tu sais, moi, j'ai vu mon papa, là, qui est parti maintenant, mais qui a perdu finalement la mémoire, comme beaucoup de gens à son âge, avec les histoires d'Alzheimer, etc. En quelques mois, il sait plus comment tu t'appelles. Bon, bah, t'es bien content que le gars, tu ne l'aies pas encouragé sur un scénario de self-custody ou quoi que ce soit. Tu vois, je veux dire, il y a quand même cette réalité, je Voilà. dirais, déjà pour une population vieillissante dans le monde, il y a cette réalité que la garde autonome de Bitcoin, c'est peut-être pas la meilleure option pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas l'apprendre. Moi, je pense que ça reste quelque chose qui est finalement pas si difficile que ça. C'est comme apprendre le vélo, ça paraît compliqué, mais si on te met sur une draisienne pendant les mois qui précèdent, tu vas y aller sans problème et tu vas prendre ensuite un goût, une joie, un émerveillement tellement grand en découvrant, en conquérant cette nouvelle liberté que moi, je suis vraiment partisan que tous les gens, tous les investisseurs, que ce soit des individus ou des institutions, indépendamment du choix de l'instrument qu'ils utilisent, action, preferred, ce que tu veux, ils apprennent, ils aient la chance d'apprendre ce que c'est que la self-custody, parce que c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf, ça prend pas tant de temps que ça. Quand tu vois le temps que tu dédies à l'apprentissage de la conduite automobile, qui est quand même un truc relativement balèze, tu te farcis le code, tu te farcis la conduite, c'est quand même un truc relativement chiant et coûteux. Là, aujourd'hui, c'est assez facile d'apprendre la self-custody et éventuellement de faire tourner un nœud à 200 balles chez toi. Et t'affiches Sparrow de même pool, t'envoies ta transaction, tu vois le truc, c'est un truc de ouf, quoi. Alors, tout le monde n'y sera pas sensible parce on n'a pas tous vocation à être fasciné par cette histoire de monnaie électronique sur Internet. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, déjà, la raison pour laquelle vous n'êtes pas fasciné par la monnaie, c'est qu'on a tout fait pour vous en désintéresser. Bon, déjà. Donc, peut-être que si vous vous y penchez 10 minutes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un outil anthropologiquement parlant, c'est un outil de développement des civilisations. Et vous allez trouver votre porte d'entrée. Et puis là, vraiment, ça vaut le coup pour vous de vous intéresser à ce truc-là, parce que quoi que vous fassiez dans la vie, que vous soyez artiste, ouvrier, artisan, entrepreneur, je ne sais quoi, tout votre boulot, c'est dans la monnaie que ça se retrouve, la valeur de votre boulot. Et là, bah, soit vous restez sur des coquillages qui vont se faire défoncer dans les années à venir, soit vous essayez ce petit jeu. C'est une partie de vélo, je vous mets sur la draisienne, et puis vous apprenez le truc, et puis après vous décidez d'acheter effectivement STRC, MSTR, Mara ou je ne sais quelle action, et éventuellement commencer à acheter du Bitcoin, et puis vous verrez ce que vous faites, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est Saylor qui dit, c'est quand même extraordinaire que les gens passent, c'est combien que tu travailles dans ta vie? 8000 heures? Attends. Je sais pas. Ouais, ou 80 000 heures, pardon. C'est 80 000 heures en gros que tu vas bosser dans ta vie et que tu veuilles pas en prendre une centaine pour comprendre un peu ce qu'est la monnaie, quoi. Tu Voilà, passes 80 000 heures pour être payé c'est ça. C'est un dans truc une complètement monnaie. fou. Je Ouais, pense que tout à là, fait. Mais bon, Anil, quand il a fait ce rapprochement entre Bitcoin et l'imprimerie Gutenberg, l'imprimerie finalement étant un outil d'alphabétisation, donc permettant à la population dans son ensemble de sortir d'un état d'ignorance, d'avoir accès à la connaissance, et Bitcoin qui permet finalement, qui est l'amorce qui déclenche cet intérêt pour l'éducation monétaire et financière, il est très juste. Et juste pour conclure sur l'histoire de l'éventail des produits de stratégie que tu as décrit, eh mm, bien c'est là, je pense, où il y a un parallèle assez étroit qu'il a fait en fait avec la Standard Oil et qu'il n'avait pas forcément élucidé. En tout cas, c'est ça, il l'avait pas vraiment décrit au tout début quand il parlait de Rockefeller. On sent bien que c'est un gars qu'il a admiré. Plusieurs fois, il a fait référence à ce bouquin Titans. Je pense que c'est un bouquin, ça va être une biographie de ces gens-là. Euh, avec et Carnegie. on, Ouais. voilà. Et je crois qu'au début, il soulignait le fait que, OK, à cette époque, ces gars-là ont vu et saisi l'opportunité de ce pétrole, cette énergie autrement plus dense que tout ce qui existait à l'époque, et ils ont développé le réseau, ils ont standardisé et tout. Et puis, mais à mon avis, il avait déjà l'idée, qu'il a expliqué par la suite. L'idée, c'était de standardiser un petit peu les propriétés de cet actif brut explosif. Hein, et par Mm, explosion du pétrole, le rapport, c'est la volatilité explosive du Bitcoin que tout le monde n'est pas capable mm. finalement d'encaisser. Et lui, finalement, il va pas raffiner du pétrole Mm. pour faire du kérosène et tous ces types de dérivés pétroliers. Il va raffiner l'actif brut et en capturer, en domestiquer la volatilité pour offrir sur le marché aux différents acteurs qui ont différents besoins des outils qui leur correspondent, quoi. C'est là où il y a C'est c'est ça. là où il y a le lien étroit, quoi. Ouais, c'est une bonne image. Et il le fait de deux façons, parce qu'avec MSTR, au contraire, il augmente la volatilité. Parce que c'est ça, Ouais. en fait, hein. Là, tu as plus de volatilité que sur Bitcoin avec MSTR. Et au contraire, avec les autres produits, là, dont Schtroumpf, Strum, tout ça, là, Ouais. euh, là, au contraire, tu réduis la volatilité et tu proposes un rendement. Donc, ouais, c'est intéressant ce positionnement qu'il prend. Euh, Moi, je trouve, tu vois, que, bah, clairement, c'est plus intéressant la self-custody. Moi, j'ai pas de Bitcoin, hein, je Ouais, le t'as dis au tout passage paumé. comme ça. Bah, déjà, tu passes par le channel, tu passes en ferry, donc forcément, t'as des occasions de tout paumer facilement, quoi. J'ai tout perdu, exactement. Et donc, les risques de contrepartie sur MSTR, tout ça, bah, bon, bah voilà, on l'a déjà dit. Mais par contre, pour ceux qui ont en self-custody et qui un jour voudraient vendre et que s'ils veulent vendre, tu sais, ils veulent déclarer, etc. Euh, bon, bah, tu as des impôts là-dessus. Euh, MSTR, alors, je sais pas si tu peux l'avoir dans ton PEA, mais tu peux avoir Capital B, par exemple. Là, tu vois, t'es pas imposé. Donc, c'est peut-être pas idiot d'avoir, tu vois, de regarder des petits pourcentages. Tu te dis plus tard si je veux vendre sans être taxé. Ben bref, chacun fait son truc. Ouais, Je ouais. parle avec ma casquette personnelle ici Bah, moi, en l'occurrence, sur tu ces vois, sujets-là. j'ai zéro casquette de Mais voilà. conseiller financier parce que je suis nul en la matière et je suis Ouais, pas formé, je suis pas accrédité et tout. ouais, Et bah, je c'est suis pas vrai ça non plus, hein. il y avait d'autres gens qui en ont parlé de manière très pédagogique. Il y avait Théo Mogenet qui avait été interviewé. Il faudrait que je mette le lien. Et puis Richard Détente aussi qui permet un petit peu au commun des mortels de s'éduquer sur ces produits, sur les risques et leur utilité. Ouais, bon, Moi, je fais que de la pédagogie sur cette chaîne. Mais c'est pas parce très bien. que c'est parce que c'est ce que je sais faire, c'est tout, quoi. Euh,
Et il y a un chapitre dans cette partie sur l'énergie qui s'intitule Casino Jack. Alors, je ne sais pas si tu t'en Ouais, souviens, mais finalement, ça raconte, ça raconte une entreprise de lobbying, une initiative de lobbying qui a été menée à l'encontre des jeux de paris en ligne ouais, et qui s'est fait. Alors je pense que voilà, ça devait être, si tu veux, oui c'est ça, c'est les casinos des réserves indiennes qui ont financé un gars qui a orchestré un petit peu toute cette campagne de diffamation des jeux de paris en ligne, notamment en s'appuyant sur des églises en tout genre, comme elles sont nombreuses et variées aux États-Unis, qui ont accepté finalement de relayer un discours très moralisateur sur comment c'était pas bien du tout, que c'était comment dire, un péché d'aller jouer sur les jeux en ligne. Et en fait, tu vois ça, tu lis ça, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il nous parle de ça? Et en fait, j'imagine qu'il a dû en parler au moment où Greenpeace avait reçu des sous de Ripple pour ouais. financer la campagne, euh, tu sais, anti-environnement, Bitcoin est mauvais pour la planète ou un truc du genre, quoi. Oui, je me rappelle vaguement l'histoire de Casino Jack. Ouais, peut-être qu'il l'a fait à ce moment-là. C'est vrai que c'était un bel épisode lorsque Greenpeace, ouais, en fait, a voulu lancer une campagne qui lui a complètement pété à la figure, quoi. Ouais, Parce que ouais, ils avaient payé un artiste pour faire le skull, là, le crâne, ouais, ouais. qui Avec faisait peur, avec des cheminées, des ça réacteurs venait. nucléaires, ouais. Ouais, Ouais. Et, et au final, ouais, bah, au final, il y a eu ouais, il y a eu une levée de boucliers, et notamment pas mal de gens assez intéressés sur les questions environnementales et sur Bitcoin. Daniel Batten en a fait, ouais, était un peu le fer de lance de cette. bah ouais, Et Troy Cross aussi, il a pas mal participé. Et Greenpeace était payé par Ripple et Greenpeace a payé un artiste là, pour faire ouais, c'est ça. cette statue. Et l'artiste en question, en fait, a découvert et a dit que il n'était pas au courant de tous ces aspects-là de Bitcoin et en gros, il reniait un peu le travail qu'il avait fait pour Greenpeace. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. c'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, la campagne, elle est complètement. Bah, ils ont arrêté hein, Ouais. Greenpeace. Ils ne parlent plus de ce sujet-là et Bah, de c'est toute quelque façon, chose que maintenant ils mettent sous le tapis. c'est une organisation et elles sont nombreuses dans ce cas-là qui sont sans doute nées de super nobles intentions avec des gars qui faisaient un boulot assez constructif et puis qui c'est des boîtes qui se sont quand même pas mal compromises, voilà, qui ont des agendas qui sont vachement éloignés de l'ambition initiale et puis qui ont vachement perdu en intégrité, hein. C'est pas des gars qui sont étroitement, ils ne sont pas dans un souci de vérité, quoi, hein. Non, ouais. Euh, Ils ont regardé ça avec beaucoup d'a priori, quoi. Et en effet, la campagne en 2022, c'est rigolo parce que c'est le début de la multiplication des études académiques, donc d'universités, tu sais, qui tout d'un coup se rendent compte, bah, en suivant, tu vois, un procédé scientifique, de regarder en fait ce que fait le minage des bitcoins, comment ça c'est ça. consomme. Et en fait, tu as 30 études académiques aujourd'hui qui montrent qu'il y a un intérêt pour la transition écologique, pour la transition énergétique, d'avoir le minage de Bitcoin. Et donc, bah, des gens comme Greenpeace, tout d'un coup, ils peuvent plus avoir ce genre de discours. Ouais. Si leur chose, c'est de dire, regardez ce que disent les études sur le changement climatique, etc., on dit, bah ouais, ok, bah regardez ce que disent les études sur le minage de Bitcoin. Et tout d'un coup, tout leur argument s'évapore, quoi. Ouais. C'est ce qu'on constate. Oui, c'est ça. Et toi, tu dois constater aussi à quel point finalement l'impact de ce premier papier fallacieux de Vries qui a été maintes fois repris, cité, etc., finalement, il a laissé une empreinte assez profonde dans l'esprit des gens qui n'ont pas encore eu le temps de se familiariser avec soit la rétractation de ce papier, soit les nombreuses études que tu cites là,
qui viennent Ouais. justement prouver le contraire, quoi. Ouais, ouais, dans la population en général, c'est clair que voilà, on est toujours sur les idées de De Vries. Mais par contre, chez les ingénieurs, les énergéticiens, etc., euh, bah, on n'en est plus là. Et en fait, en coulisses, il y a cette compréhension que être énergivore, en fait, c'est pas forcément un mal si on est énergivore et flexible et sensible au prix. Et donc à ce moment-là, tout change, quoi. Donc là, chez ces gens-là, chez ces spécialistes, on voit la bascule là, qui se passe en ce moment même. Donc, Les on en a Jancovici déjà et parlé tout, tout à là, l'heure. qui sont restés relativement ou même totalement fermés à une quelconque réflexion rationnelle et prolongée sur le sujet, est-ce qu'ils vont bouger? Parce qu'ils ont une influence complètement énorme, ces gars-là, sur la À population. mon avis, à mon avis, ils ne bougeront pas, mais en fait, il y a des signaux quand même qui montrent qu'ils l'ont vu, la problématique. Peut-être rapide parenthèse, puisque tu me lances sur le sujet là, il y a The Shift Project, là, l'organisation de Jean Covesi. Ils ont sorti tout un rapport sur les centres de données, pourquoi c'était mal, pourquoi ils allaient consommer énormément plus d'électricité, pourquoi c'était une problématique et tout. Euh, et, et en fait, de leur rapport, ils mentionnent à un moment le Bitcoin, mais explicitement, ils disent qu'ils le retirent de leur analyse. Mais Et ils nous, on n'expliquent a pas été pourquoi. leur maître en Linby. Pourquoi? Mais pourquoi tout simplement parce que en fait, ça ne rentre pas dans leur narratif, Ouais, ça. parce que le minage de Bitcoin est un consommateur flexible. Et Mais que ils disent pas, aujourd'hui, ils expliquent pas, ils font pas ce travail pédagogique. Ils disent juste, non, ils font pas le travail. Donc, ils ils tapent sur s'ex- Bitcoin, mais après, ils ah disent qu'ils ouais. le retirent de leur analyse parce qu'ils savent que s'ils le laissent dans leur analyse, ils, ils vont trop, Ah, c'est quand même, c'est pas très honnête, ils hein. risquent trop de se faire rentrer dedans sur l'idée que, en Ouais. fait, le minage de Bitcoin est un consommateur flexible. Et en fait, ouais, c'était quelque part, c'était un aveu, le fait de sortir le minage de Bitcoin de leur rapport sur les data centers. Donc non, moi Oui, je c'est pense ça. Ils qu'ils le veulent voient. s'exonérer de toute critique, mais Ouais. ils en profitent pas pour autant pour bon, reconnaître une erreur d'appréciation et permettre à tous leurs followers de leur culte d'ouvrir les yeux sur le truc, quoi. Ouais, mais en interne, il y a des gens qui commencent à comprendre hein, dans The Ok. Shift Project. Ouais, et ça m'amène à te parler, puisque tu dois être pas mal au courant, mais je crois qu'il y a eu juste un épisode là, il y a une émission qui est sortie sur YouTube, là, Podcast Legend, où Alexandre Oui, Stachenko et son collègue Roubaud de Bitstack ont fait tout un truc sur le minage et j'imagine que ça, bah, ça va participer aussi à des prises de conscience parce que il y a pas mal de spectateurs hein, sur ce genre de truc. ouais, c'est le podcast le plus écouté de France. Donc ouais, je souhaite à cette vidéo un énorme succès, évidemment. Ils ont été voir une ferme de minage en Suède. Euh, la société s'appelle Flexionics. Et d'ailleurs, le propriétaire de la ferme, c'est un contact parce il est dans l'association dans laquelle je suis parti au niveau Ouais, européen, la European Bitcoin Energy Association. Et ce qui est extraordinaire enfin, ce qui est très bien d'un point de vue pédagogique dans son portage, c'est qu'on voit clairement la ferme de minage de Bitcoin être pas seulement un consommateur d'électricité sur le réseau, mais aussi un fournisseur de services. C'est-à-dire, lorsque le réseau a besoin d'un consommateur, la ferme est là. Lorsque le réseau a besoin de quelqu'un qui s'efface, la ferme est là. Et ça, c'est ça qui est important, c'est d'expliquer que un consommateur flexible, c'est pas seulement un consommateur, c'est aussi un fournisseur. C'est quelque chose dont le réseau a besoin. Et donc, c'est exactement ce qui est montré dans cette vidéo, donc c'est très bien. Voilà, ça fait partie ces petites pierres qu'il faut multiplier quoi, mm, mm. pour faire avancer les choses. Voilà, donc en somme, je pense qu'on peut dire, ou plutôt tu vas me dire, toi, en fait, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles tu conseillerais la lecture de ce livre? Si tu devais donner trois bonnes raisons pour acheter ce livre ou l'écouter à travers mon podcast ou des choses comme ça. Ouais, bah, toi déjà tu vas lui apporter, donc tu vas lui apporter la traduction française et je connais la qualité de ton travail à ce niveau-là parce qu'il suffit pas
il suffit pas d'utiliser ChatGPT ou Claude ou ce qu'on Et toi, tu préfère. as traduit Lynn Alden, Broken Money, donc tu sais ce que ça implique comme travail, effectivement. Et tu m'as aidé à traduire un chapitre. Donc je sais aussi comment tu avances à ce niveau-là. Et puis tu l'as déjà fait plein de fois dans tes autres épisodes. Donc je pense pourquoi ce livre il est bien. On l'a déjà dit parce qu'il y a toutes les images qu'apporte Saylor. Et puis Anil, lui, il est très fort aussi parce que Saylor, on l'écoute et donc on s'imagine les choses. Et Anil est très fort pour la mise en page. Anil est très fort pour apporter le côté visuel. Pour ceux qui connaissent pas son travail, il a des excellentes présentations qui sont en libre accès, Mhm. qui sont très bien pour ceux qui veulent faire, Ouais, ouais, je mettrai les organiser des liens. Ouais, meet-up, c'est énorme, etc. c'est énorme. Ouais, ouais, c'est top. Et là, son livre, c'est exactement quoi. Il met tout son talent là de mise en page, tout son talent d'organisation visuelle quoi, pour faire passer les idées de Saylor. Donc pour ceux qui connaissent déjà Saylor, en fait, on peut le voir, tu vois, avec un nouveau regard comme ça. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas envie de se farcir les centaines d'heures, Ouais, il doit être à combien d'heures disponibles de podcast, lui, on ne sait pas trop par où commencer. En fait, le livre, ouais, c'est un super point de départ. Ouais, ouais, ouais. c'est un super point d'entrée, ouais, tout à fait. Donc je pense que ça, ouais, pour ces raisons-là, c'est une, c'est une bonne chose. Et puis tu Très bien. sais, tu commences, tu ouvres le bouquin, et puis tu n'es pas obligé de tout lire dans l'ordre. En fait, tu as ces 5 parties qui abordent des facettes assez différentes ou des perspectives différentes sur Bitcoin. Bon, bah écoute, tu lis l'énergie, il y a peut-être des trucs qui vont te parler, peut-être pas, mais il est possible que toi, ce qui te branche finalement, c'est l'analyse de Bitcoin comme actif financier que Saylor va comparer à d'autres classes d'actifs dont il va analyser les performances respectives, etc. Moi, en fait, tout ça, finalement, ces chapitres-là, où il compare Bitcoin avec d'autres classes d'actifs, avec les actions, avec l'immobilier. En fait, c'est des trucs géniaux parce que moi, j'ai pas du tout d'éducation en matière de patrimoine, de gestion de patrimoine, de l'immobilier, toutes ces réalités qui concernent les primes monétaires qui viennent s'accumuler sur des actifs que je ne connais pas. Il nous ouvre quand même, il nous ouvre à des connaissances assez pratiques finalement, parce que ça te donne des repères, qu'ensuite tu peux aller approfondir dans d'autres bouquins. Là, j'interviewais Pierre Noisa, donc le Ouais. moine taoïste dealer du TXO, qui, a, qui nous a produit un super livre qui permet ensuite, si jamais l'énergie, ça t'intéresse, et tu l'as découvert de manière très imagée avec Saylor, bah, tu peux ensuite lire ce livre de Pierre Noisa qui est génial parce il approfondit la chose, il te permet d'appréhender les principes scientifiques de base, etc., quoi. Ouais, ouais, tout à fait, exactement. Non, c'est un ouais, c'est ça, c'est un bon point d'entrée. Tout à fait. Et puis comme tu disais, il te fait changer d'échelle, c'est l'or, quoi. Et c'est vrai il a une vision long terme et c'est assez intéressant. Et le livre, je pense, retranscrit bien ça, donc c'est très bien. Juste avant de se quitter, est-ce que tu as envie de partager avec nous certaines actualités à ton niveau? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire remonter de cette de conférence de Lisbonne? Là, je vais afficher le QR code pour soutenir l'INBI. Saisis cette occasion si tu as envie de faire passer un message. Et Non, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. Ce que j'ai pas dit, c'est on travaille là sur un papier qui sera peut-être le 31e étude académique publiée dans un journal à comité de lecture, etc., etc., avec Margot Paes, qui pour ceux qui connaissent, donc elle vient tout juste d'avoir son PhD, euh, c'est sur la gouvernance de donc Bitcoin, c'est ça? chercheuse de, Ah non. alors pas sur la gouvernance, enfin vraiment son champ d'intérêt, c'est le minage de Bitcoin. Ah d'accord, C'est le minage de Bitcoin et c'est le type de consommation et c'est comment le minage de Bitcoin peut aider le réseau électrique.
Ok. Donc on commence justement avec elle. Elle nous rejoint en juillet. Elle va travailler avec nous pendant 2 ou 3 mois sur la rédaction de ce papier. J'ai déjà l'essentiel des données. C'est en fait euh, ça va être une technique sur la modulation du nucléaire. Quelle part de cette modulation pourrait être consommée par un consommateur flexible? Quel est le meilleur consommateur flexible pour faire ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour voir l'émergence de ces consommateurs flexibles dont le système a besoin en France aujourd'hui. Donc ça va Ça être va dans être la un suite apport, de... une contribution analytique, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et avec l'ambition de l'avoir publié Un journal de référence, dans un ouais. journal à communauté de lecture pour avoir le... Parce qu'après, ça n'a pas la même force, tu vois, lorsque tu vas Bah ouais. voir Impact RTE, factor. EDF, le gouvernement. Ouais, tout à fait, été tamponné par le processus scientifique. Bah, bonne Donc chance. c'est ce qu'on va faire. Ouais, ouais, je te Vous remercie. allez bosser là-dessus cet été? Ouais, bah, j'ai déjà l'essentiel des données et Ouais, c'est là, ça. Margot qui a l'expérience de faire des papiers de ce type, en fait, Ouais. va pouvoir ouais, Bon, y bah, je vous apporter souhaite sa toute la patte. réussite. Et puis, peut-être avant de se quitter, est-ce que tu aurais 2, 3 ressources que tu voudrais partager? T'en as déjà mentionné quelques-unes pour creuser un petit peu plus ces questions d'énergie. Euh, je sais pas, il y a peut-être des choses que vous avez publiées que tu as Ouais. envie de. Ouais. Le livre Rupture monétaire, où tu as participé à la Ouais. traduction aussi avec de nombreuses autres personnes, donc aux éditions Consensus. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, ce sera quelle maison d'édition, toi, Si, pour, c'est Consensus Network, effectivement. c'est Ouais. Quand même. Consensus, ouais, Ouais, très bien. ouais, ouais. Donc, bah, aux éditions Consensus aussi, Rupture monétaire. Et pour ceux qui veulent creuser, on a publié 2 notes récemment. Donc, une sur la pièce manquante du plan d'électrification en France. Et donc, qui parle en fait, des obstacles qu'on a. Donc, ceux qui veulent creuser précisément quels sont les obstacles qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de minage de Bitcoin en France. Ah bah, il y a cette note-là. Et puis, il y en a une autre qui C'est étudie bottleneck analysis, quoi. C'est les analyses des goulots d'étranglement. d'étranglement. C'est ça. En fait, très Ok. pragmatiquement, qu'est-ce qu'il faut qu'on lève pour voir le minage de Bitcoin se développer en France? Ouais. Et parce que la France est vraiment le pays au monde qui est peut-être celui qui est le plus à même et qu'on a le plus besoin, en Bah fait, ouais. d'avoir un consommateur pour Et valoriser ses donc, ça sous. analyse les freins réglementaires, les Tout à freins. fait. Ouais, Ok. ouais, Ok. exactement. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent creuser, je peux renvoyer à ça et n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Cool. Ça donne toujours un peu de visibilité, c'est toujours bien. Super. Eh ben, Voilà. écoute, on va te suivre avec attention. Où est-ce qu'on peut suivre sur Twitter? Parce qu'on va avoir sans doute une actualité assez intéressante avec cette prise de conscience ou ces déclarations d'RTE. On peut s'imaginer que ça fasse tache d'huile. Et vous serez sans doute les premiers à partager cette info sur X, non? Ouais, alors sur X, en effet, ouais, donc plutôt le compte de l'INBI que le mien, parce que le mien, je mets un peu moins d'attention, mais c'est @Bitcoin Policy FR. Ok. Il s'appelle sur X. Sur LinkedIn, on est actif aussi, Institut national de Bitcoin. Donc c'est les deux plateformes, et puis le site qu'on va refaire d'ailleurs, on va Mhm. le refondre là très prochainement, dans les prochaines semaines pour qu'il soit plus clair, mais il est déjà, voilà, il est fourni, il y a de nombreux articles, donc vous pouvez Ouais. aussi aller là-bas, indie.fr. Bravo à tous pour ce travail. Et puis encore une fois, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'était super d'avoir ta perspective sur Sailor, sur ce livre, et puis des petits éclairages sur justement ce lien étroit entre Bitcoin et l'énergie. Bastien, je te remercie, je t'embrasse, je te souhaite un excellent été. Merci Jacques, merci à tous. Ciao! Ciao.